sunshine and the day is nice, so we think to go out somehow, but I don't know why there is no you're gone. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bref, j'arrête mes bêtises. Bref, on arrête nos bêtises. Bah déjà donc je recommence. Bonjour, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast de Tisha finalement. Tisha Podcast, soit PDTT, les podcasts de Titi. Aujourd'hui on se retrouve donc pour ce... alors je sais plus quand vous allez voir le podcast. Le 25 en fait, le 25 juillet. Donc bonjour à vous, étant les personnes étant en train de m'écouter le 25 juillet. À toutes et à tous, hein, bien évidemment. Et aujourd'hui, donc, on se retrouve pour un nouveau podcast avec de nouvelles thématiques. Et comme vous avez pu voir sous le titre, des thématiques assez compromettantes. Et donc, ce sera sur le thème de la culpabilité et des vampires sociaux. Enfin, un vampire, ouais, donc les vampires sociaux. Voilà. C'est entre autres une thématique que je voulais en parler. Parce que c'est un peu... des sentiments, donc notamment la culpabilité, et des personnes qui ont été pas mal présents dans ma vie et qui, je trouve, dans ces deux choses, ont eu un côté bon et un côté mauvais. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on va en parler. Je suis quelqu'un qui adore nuancer, qui adore, si je puis dire, trouver toujours une part de bonnes choses et de mauvaises choses. Car comme on dit, il ne faut jamais penser à l'avance qu'une chose est mauvaise, tout ça parce que tout le monde dit qu'il est mauvais. Peut-être qu'il sait que le mouton noir est le bon à prendre, car finalement, justement, personne n'a fait confiance pour pouvoir s'en rendre compte. Et c'est de là où mon idéologie est comme ça, ma façon de penser, parce que mon idéologie... à chaque fois je dis idéologie, mais en fait je me rends compte que idéologie c'est vraiment hyper politique en fait. Venez, on va regarder avec vous idéologie. Bah oui, hein, les podcasts c'est pas que vous m'écoutez et vous apprenez, c'est aussi à moi de mon côté de comprendre les choses et de dire des choses qui sont vraiment vraies et pas juste dire ça parce que c'est juste stylé, parce que c'est juste long comme terme. Donc l'idéologie a sa définition histoire de la philosophie, c'est la science des idées, des concepts en relation avec les signes. Ouais. Une personne qui est à l'origine de la doctrine. Ouais d'accord, mais non, on n'est pas dans une doctrine. Donc excusez-moi si je dis idéologie. Je vais plutôt dire mon courant de pensée, qui est donc sur ce principe que toute chose est bonne à prendre. Vaut mieux l'avoir que ne jamais essayer, puisqu'on peut avoir les regrets. Mais aujourd'hui on n'est pas sur la thématique du regret, on est sur la thématique de la culpabilité justement. Donc on va d'abord commencer avec la thématique de la culpabilité et après sur les vampires sociaux, qui peut-être de nom ça vous dit totalement rien. Pour les Antillais, si je vous dis vampire, vous savez de quoi je parle. Si vous savez toujours pas, vous en faites pas, attendez juste quelques minutes et quelques minutes après la thématique de la culpabilité et vous allez mieux en savoir. Enfin bon, je vous laisse avec un peu la petite musique, je vais prendre un petit soda et puis on se dit à tout de suite. Quand tu croyais être en rêve, ces sentiments, ça tombe dessus le soir où t'as vu. La peur pourtant que rien n'est prévu. Nouvelle bien faire mal à mon sérieux ou animal. C'est décidé à nos jeux et désenlancés. Ce soir tout est permis, bienvenue dans le jeu infini. Et moi je te suis, expérience d'une danse. Je possède un sixième sens, je rentre en transe, je me balance. C'est une évidence, son corps, son rire, ses bras virent. Il respire et ça m'attire, je te prends doucement et t'embrasse délicatement.
Donc je suis arrivé. Donc, tout d'abord, comme vous savez déjà, je ne suis pas quelqu'un qui va avoir totalement la science infuse. Donc je vous dis très honnêtement, aujourd'hui j'ai encore pris des notes, donc je vais peut-être un peu bégayer quelques fois et je vais vous donner les définitions même déjà des choses et après on ira plus loin. On va faire un peu le phénomène de l'entonnoir. C'est-à-dire qu'en fait au début on va être dans un sens très large et plus on avance, plus on va être dans du concret et des choses beaucoup plus précises. Et donc on commence dès maintenant et je vous dis c'est parti pour la culpabilité. Tout. Donc, alors il faut bien comprendre que la culpabilité c'est quoi? C'est un ressenti qui est donc extrêmement fréquent hein, de la part de nous tous. On a déjà tous eu cette sensation de la culpabilité. Et finalement, on va apprendre déjà aussi comment, qu'est-ce que c'est, comment apprendre à la gérer, comment ne pas culpabiliser exagérément. Et donc, c'est aujourd'hui qu'on va parler de tout cela. Donc, avant tout, je ne suis pas un psychologue ou un psychiatre. Si vous ressentez des phénomènes très graves sur la culpabilité, parce que c'est vraiment un phénomène psychanalytique et un phénomène psychologique, donc je vous conseille d'aller voir directement un expert médical, voilà, spécialisé dans ces domaines-là, qui fera ce qu'on appelle de la thérapie interpersonnelle ou de la thérapie cognitive ou comportementale, qui pourrait potentiellement vous aider, parce que la culpabilité fait partie des premiers facteurs pour détecter la dépression ou des syndromes post-traumatiques, et donc il est important d'aller voir des professionnels et ne pas écouter un podcast tel que le mien si vous croyez qu'en écoutant ce podcast vous allez trouver des symptômes. Voilà, ce ne sont que des idées, des pensées et de la subjectivité, mais j'essaierai d'être le plus objectif, je vous promets. Mais forcément, quand on essaye de discuter, et même notre expression même en tant que personne, est déjà pas mal subjective. Donc je vous suggère de regarder ou d'écouter un personnel soignant. Voilà, avant de commencer n'importe quoi. Donc, déjà on va expliquer quelle est donc la culpabilité. La culpabilité, donc c'est un ressenti émotionnel très fréquent qui survient lorsqu'on se juge soi-même responsable d'une entorse à nos propres valeurs. Et donc c'est un mélange de honte, de tristesse, de mépris et de colère, où le regard de l'autre et le regard qu'on porte sur soi jouent beaucoup. Donc on va parler notamment de les mécanismes de la culpabilité. Donc en fait ce qui compte, ce n'est pas la réalité de la faute, mais l'impression qu'a la personne d'avoir enfreint les règles auxquelles elle adhère. Ces principes peuvent être communément admis ou pas, hein, ça aussi. Hein. Ainsi, certaines personnes peuvent ressentir une culpabilité pour un acte accepté par la société, et à l'inverse, ne ressentir aucune culpabilité pour un acte condamné par la société. Donc pour analyser la culpabilité, donc il est compréhensible d'avoir un bon niveau d'introspection et de bonne connaissance de son système de valeurs personnelles. Pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est l'introspection, j'allais faire genre là que j'allais vous le dire, mais en fait non, je vais totalement regarder sur internet. Donc on va regarder dès maintenant. Introspection. Donc l'introspection, c'est l'observation et l'analyse de ses sentiments et de ses motivations par le sujet de lui-même. C'est une étude psychologique par un procédé précis. Donc, la culpabilité est une émotion qui est composée de colère et de honte. Et ici, j'ai pu noter certains exemples que j'ai pu voir dans des podcasts. Sur Spotify, il y a un mec, je sais plus comment il s'appelle, mais il a fait un podcast sur la culpabilité, sur la honte. Donc, je vous suggère aussi d'y aller. Voilà, donc au pire, allez chercher sur Spotify, vous mettez honte, explication, honte ou culpabilité. Normalement, vous êtes censé le trouver. Malheureusement, c'est en espagnol, donc comment dire, vous allez devoir écouter en espagnol. Mais même moi qui n'a pas tout compris, c'est pas mal. Genre, c'est pas mal, c'est intéressant ce qu'il dit. Et il a cité un exemple que j'ai pas vraiment pu traiter de partout, mais que j'ai pu trouver même sur internet, parce qu'il a pris un truc sur un site. Et je l'ai trouvé en version français, donc je vais vous la lire directement. Donc en fait déjà, la société, donc elle pose des principes louables qui peut blesser des citoyens, qui est dans le but de ne pas blesser les citoyens. Cependant, un individu qui peut très bien donc reconnaître d'autres actes qui peuvent être par contre blessants pour un citoyen et pour des citoyens, qui peut être plus grave dans son système de valeurs. Ainsi, il peut mettre l'honneur au-dessus de cela ou ériger le principe et ne jamais se comporter comme un lâche. Nous citons ici donc des exemples
comme toutes, qui sont donc triviaux, mais il apparaît qu'en réalité, les systèmes de valeurs d'un individu donné peuvent être extrêmement variés et placer à leur sommet des objectifs parfois peu intuitifs et qui souvent n'apparaissent à leur conscience que dans un cadre, et mon Dieu, dans un cadre d'une psychothérapie. Donc, la culpabilité a le rôle de quoi ? La culpabilité existe parce qu'elle a une fonction phylogénétique, liée donc à la fonction des règles que nous nous dictons. Lorsque nous décidons en conscience de respecter une règle, c'est dans le but d'obtenir un bénéfice, tel que sécurité, anticipation, faciliter des interactions sociales, éviter de nuire à autrui ou d'en subir les mesures de rétorsion, ou encore l'intérêt personnel. Donc la fonction de la culpabilité, donc ressentir la culpabilité a alors une fonction informative qui nous indique que nous avons transgressé une règle. Le fait que ce message soit généralement ressenti de façon désagréable va vous pousser donc à tenir compte de ce message. Donc si ce message est neutre, voire agréable, il est probable que nous mobiliserons pas pour en tenir compte, ce qui est logique. Donc la culpabilité nous amène alors à nous interroger sur deux choses. La règle est-elle toujours licite ou est-elle obsolète ? Et si elle est illicite et que j'ai donc eu tort de la transgresser, que faire pour rattraper mon erreur et éviter une nouvelle transgression ? La culpabilité est donc porteuse de progrès. Et donc, en effet, elle révèle que notre comportement a pu poser problème à certains moments et nous amène à déterminer de nouvelles résolutions pour y faire face. Ainsi, la fonction de la culpabilité est de nous ramener à réfléchir sur une situation problématique pour aboutir à des comportements concrets et donc ici de meilleure qualité. Donc le but de la culpabilité est toujours de déboucher sur des comportements toujours concrets et pas toujours imaginatifs dans les pensées. Donc l'un des problèmes les plus courants dans les cas où la culpabilisation est trop fréquente, c'est que peu de personnes ont le réflexe de réévaluer le bien fondé de la règle enfreinte et de juger si la règle est toujours adaptée aux circonstances actuelles. Il faut donc distinguer la culpabilité émotionnelle, qui correspond au ressenti de la culpabilité, et la culpabilité judgment, qui établit le statut de culpabilité de façon rationnelle. Ainsi, la culpabilité émotionnelle a pour seule fonction d'informer la personne que peut-être une faute a été commise. Par contre, la culpabilité jugement correspond à la démonstration de l'existence d'une faute. La culpabilité. Quand faudrait donc culpabiliser devant un problème? C'est un peu la question que moi je m'étais posée au niveau de la culpabilité. Donc 3 types de problématiques sont donc liées à la culpabilité qu'on pourrait donc observer aujourd'hui. On a par exemple des tendances trop fréquentes à culpabiliser, un excès de culpabilisation, ce qu'on appelle l'auto-culpabilisation, ou encore une grande sensibilité à la culpabilisation induite par l'entourage. Une difficulté à ressentir la culpabilité, entraînant donc des difficultés à s'intégrer dans un groupe social. Ça, c'est un autre truc qu'on peut retrouver le plus souvent chez les gens dans la culpabilité. La culpabilité aussi peut se déclencher dans des situations inappropriées. Ce dernier cas de figure s'observe quand, pour des raisons différentes, le système de valeurs de l'individu diffère trop des règles sociétales. Cela donc débouche sur des difficultés dans les relations sociales. Excusez-moi, j'ai cru qu'il y avait un problème. Si la culpabilité est suffisamment forte pour créer la souffrance, mais pas assez pour amener le sujet à changer l'attitude, dans ce cas, se sentir coupable et sert de prix à payer pour maintenir le comportement problématique. Elle est donc dans ce cas un facteur de maintien et du comportement problématique. La pub de merde. C'est pas possible, on peut pas mettre de la musique tranquillement, c'est quelque chose. Bref, tout. La culpabilité peut également être une auto-culpabilisation, qui peut être le syndrome d'une pathologie psychiatrique, comme j'ai pu vous dire. Et donc les problèmes psychiatriques entraînant une culpabilité fréquente sont les troubles de l'humeur, tels que la dépression ou les troubles bipolaires, et les troubles anxieux, tels que la TOC, les troubles anxiété généralisée, les TAG, ou encore les troubles de panique. Par ailleurs, les personnes ayant subi un traumatisme ou un abus sexuel ont fréquemment un ressenti de culpabilité qui est donc infondé. Elle se voit souvent chez les personnes présentant une hypersensibilité également. La question qu'on s'est tous posée à partir du moment où on a eu cette culpabilité, c'est finalement comment pourrait-on traiter la culpabilité. Et donc le traitement serait donc très différent, bien évidemment, sur le cas où on le trouve. Avant tout, l'avis d'un psychiatre est nécessaire. Et en effet, la culpabilité en elle-même n'est pas vraiment dangereuse, mais elle est généralement un symptôme d'une pathologie psychiatrique dont seul un psychiatre peut donc poser un diagnostic. Donc, comme j'ai pu dire tout à l'heure, je le répète quand même, au cas où s'il y a des gens qui ont quand même continué à récidiver par rapport à mes propos, allez voir un expert dans ce domaine. Merci beaucoup. Et donc finalement, c'est un peu le sujet là que j'ai pu noter. C'est qui il faut consulter. Donc avant tout, il faut consulter un psychiatre. Il cherche donc un diagnostic psychiatrique sous-jacent. Il détecte donc les complications. Il établit ce qu'on appelle une stratégie thérapeutique.
Donc si vous êtes atteint d'un traitement, enfin si il trouve que votre culpabilité est pas mal forte, il y aura des traitements de cause contre la culpabilité. Si vous êtes en cas de dépression, de TOC, tels que médicaments ou de la psychothérapie. Ou sinon, si on va utiliser des traitements de la culpabilité. C'est-à-dire pas forcément une approche vraiment médicale, mais une approche vraiment, vous avez une culpabilité forte qui vous permet de ne pas continuer la poursuite de votre vie en fait. Et donc on aura une intervention auprès de la famille, une psychothérapie TTC ou TIP, une intervention sociale ou encore d'autres approches comme la sophrologie. Et bien si au pire des cas, le max ce serait donc des médicaments. Dans le cas le plus fréquent, où la culpabilité est trop fréquente ou trop intense, un travail en psychothérapie est donc bien évidemment nécessaire. C'est pour ça que je vous dis, allez voir un psy si cela est vraiment très fréquent. Voilà, merci beaucoup. Donc voilà, c'est un peu les trucs que j'ai un peu notés au niveau de la culpabilité. Et là aujourd'hui, je vais vous faire un peu part de moi, ma façon dont je culpabilise. C'est qu'en fait, et c'est pas mal parce qu'en fait, ce que j'ai pu noter et ce que j'ai pu voir sur le site est pas mal faux du tout. C'est qu'en fait, c'est vrai que la culpabilité, c'est vraiment ce sentiment-là où on se sent vraiment mauvais dans notre comportement, dans nos agissements, dans notre façon de penser. Parce que de base, les gens réfléchissent d'une manière et toi, tu réfléchis pas de cette manière-là. Et je trouve que la culpabilité, ça joue beaucoup sur le phénomène de on a besoin d'être entouré pour mieux être rassuré. C'est-à-dire qu'en fait, si vous êtes tout seul à faire un agissement et que tout le monde vous dit mais c'est pas ce qu'il fallait faire, vous allez vous sentir hyper coupable parce qu'en fait vous allez vous dire mais en fait j'ai fait de la merde ou j'ai fait du mal, puisque par conséquent si tout le monde dit que c'est pas bon, c'est que ça veut dire que vous avez fait du mal. Vous voyez un peu le principe de on prend l'antonyme de ce qu'on vient de nous dire parce qu'on a utilisé une négation lexicale, syntaxique, je dis de la merde. Donc c'est un peu ce truc là en mode putain tout le monde dit que c'est pas bien, c'est pas ce qu'il fallait faire, je me sens coupable parce qu'en fait j'ai fait ça comme par hasard que tout le monde voulait pas que je fasse. Vous voyez ce que je veux dire? Et la culpabilité, moi je la vois dans ce genre de problème là. Ou même quand, vous voyez ce que je veux dire, quand il y a des gens qui font des actes qui sont très bienveillantes et que vous, soit vous n'avez pas la possibilité, soit vous n'avez pas pensé du tout. Et cette culpabilité là, je trouve qu'elle est hyper forte. Et j'ai une anecdote justement là-dessus. C'est que, je sais pas si ça allait faire quand j'étais petit. Quand j'étais petit, il y avait une handicapée. Et en gros, cette handicapée-là, je pense qu'elle devait être SDF. Et en fait, il y avait eu des parents d'élèves, je m'en souviens, parce que c'était devant mon école de collège. Et en fait, tout le monde, il y a beaucoup de parents qui avaient donné de l'argent. Et moi, je n'étais pas avec ma maman, j'avais pas d'argent. Et j'ai pas pu donner 2-3 euros à la handicapée SDF. Et j'étais tellement triste. Si vous savez un peu au point, je me sentais si mauvais, si méchant, alors qu'en fait c'était pas une question que je l'ai pas fait parce que je ne voulais pas, c'est parce que je ne pouvais pas. Et quand bien même le fait qu'on ne veut pas forcément dire parce qu'on n'aime pas. Des fois ça peut être des questions de priorité et prioriser n'est pas mauvais en soi. Et c'est que des fois, ce genre par exemple de situation, on peut se sentir coupable parce que on a... Je sais pas, on a l'impression qu'on a fait de la méchanceté ou de la merde. Et on a ce truc de je peux pas reprendre ce que j'ai fait et tout. Je peux pas revenir en arrière et le refaire bien comme tout le monde voudrait. Et comme vous pouvez bien comprendre, la culpabilité est énormément dans le social. C'est qu'en fait, la culpabilité, peut-être qui sait, s'il n'y avait pas cette contrainte sociale où on allait se faire juger, on allait se faire prendre par les émotions, par les sentiments des autres, est-ce que finalement la culpabilité serait toujours présente? Eh ben, dans un côté, oui quand même, parce que vous avez, comme vous avez pu comprendre, la culpabilité émotionnelle, où c'est vous-même en fait qui vous faites de l'auto-culpabilisation, où en fait vous avez fait un truc, ça vous a fait du mal parce que vous avez eu de l'empathie, soit parce que putain j'aurais pas aimé qu'on me fasse et moi je viens de le faire et donc par conséquent putain je me sens pas bien, ou encore avoir du post-emotion, c'est ma nouvelle expression, dans le sens où vous avez fait un truc, vous n'êtes pas rendu compte que c'est de la merde et c'est bien après que vous vous rendez compte et du coup vous êtes dans ce truc de putain j'ai fait de la merde et tout et putain c'est trop tard en fait, c'est triste. Mais non mais c'est vrai, c'est que en fait je trouve que chez moi la culpabilité est énormément avec le regret. C'est qu'en fait généralement mes phases de culpabilité vont toujours se finir par le stade de regret. Généralement, quand je fais un truc et que je culpabilise parce qu'en fait je me dis j'ai fait de la merde et tout ça, je me dis pourquoi j'ai fait ça. Et je me sens coupable, je me dis mais si je pouvais revenir en arrière, en vrai ça aurait pu changer pas mal de choses. Alors que c'était la pire chose à faire. C'est la pire chose à faire selon moi, c'est en fait avoir le sentiment de regret quand vous avez terminé votre culpabilité. Vaut mieux avoir de la culpabilité et à la fin de l'acceptation
que avoir culpabilité et regret, parce que le regret pour moi ça fait partie des sentiments les plus forts du monde, les plus intenses négativement, parce que c'est un sentiment qu'on peut se le rabâcher toute sa vie et on a beau essayer de l'enlever, mais c'est quelque chose qui vous voyez, je sais pas comment vous expliquer, comme c'est un truc qui provient d'un souvenir qui est mauvais bien évidemment généralement, et ben forcément c'est quelque chose que vous allez toujours retenir, et plus souvent, je sais pas si vous avez un peu ce sentiment là, le cerveau arrive à retenir ce qu'il a fait comme truc ridicule, et ce qu'il a fait de bien il va pas forcément le retenir de la même façon ou de la même intensité. C'est qu'en fait vous allez vous souvenir d'un truc bien, beau un peu, et le truc qui s'est vraiment passé que vous regrettez, bah, vous allez vous en souvenir tout le temps, et voire plus que l'autre, il y aura une plus grande fréquence. Et je trouve que bah, c'est un peu ce côté bâtard du sentiment de regret, c'est qu'en fait le regret, ça t'amène énormément à te répéter dans tes cycles de phase tristesse ou de bad mood, ou là dans le cas de la culpabilité. Et c'est un stade dans ma vie que j'avais à partir... enfin, j'adore un stade de ma vie alors que j'ai que 17 ans. Bref, c'est là, justement, c'est pour ça que je dis ça. C'est que pour moi, la culpabilité et le regret, ça demande énormément, et comme ils l'ont dit en plus justement, que ce soit dans le site ou même dans mes notes, comme je l'ai dit, et que je l'ai même noté dans ma tête, c'est qu'en fait, la culpabilité et le regret, pour trouver la meilleure forme positive du regret et de la culpabilité, vaut mieux connaître et prendre conscience qu'on sait bien s'introspecter. Parce que l'introspection, ça te permet justement de savoir tes bons et tes mauvais côtés, mais sans pour autant te dénigrer. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, si vous vous dénigrez parce que vous êtes pas bon dans certaines choses ou dans certaines interactions sociales, c'est pas de l'introspection selon moi. C'est plus soit du regret assez lointain que vous mettez sous une forme de réflexion. Mais techniquement, quand vous regrettez quelque chose, vous posez des réflexions sur l'état sentimental de l'autre ou sur votre état sentimental à ce moment-là qui a fait que vous n'avez pas forcément pensé à ce moment qui était pour vous bien au départ et qui a été mauvais à la fin. Donc vous voyez ce que je veux dire, c'est que pour moi l'introspection ça doit vraiment se passer sur une base d'impartialité, en mode on est aveugle sur ce qui s'est passé et on prend en compte les actes qui se sont passés et tout ça, des actes d'émotion, des actes concrets avec des gestes et des agissements et des comportements. Et vous vous dites en fait au fond de vous, tiens, j'ai fait ça. Bon, c'est inutile de me dire, tiens, j'ai fait de la merde jusqu'à la fin de ma vie. Au mieux que je me dise, tiens, ça au moins, ça m'a permis de me dire que maintenant je vais plus faire ça. Et prendre la chose du côté beaucoup plus dans un côté beaucoup plus pédagogue que dans un côté de répression, de regret, et on s'acharne à vie et on se tue en fait. C'est ça en fait, on s'entretue quand la culpabilité et le regret sont additionnés et se complètent, voilà. Et je sais que j'avais énormément ça et je sais que je peux avoir des mini-tendances là-dessus. Mais rien que le fait que là, en faisant ce podcast, je m'introspecte en me disant que je fais ces choses-là, avoir cette prise de conscience que ça peut m'arriver, bah ça permet de mieux s'ouvrir à des choses qui sont beaucoup plus positives. Et c'est là pourquoi je disais justement au début du podcast que moi j'aime et je voudrais toujours continuer dans ce cheminement de... Il y a des choses qui vont arriver dans ma vie, qui soient bonnes ou mauvaises, et il y a des choses qui, de toute manière, qu'on ne s'y attend pas, puisque la vie est remplie de surprises, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, mais dans tous les cas, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, on ne peut pas savoir si ce sera 100% bon ou 100% mauvais, vous voyez ce que je veux dire? Et finalement se dire que on s'en fout que ça soit bon ou mauvais, tant que c'est utile, et de toute façon c'est toujours utile, ça nous fait avancer, et ben finalement on retourne toujours la situation à son avantage et dans ce côté positif de la vie. C'est qu'en fait même si vous avez des problèmes, vous culpabilisez parce que vous avez fait de la merde sur telle chose, le fait de se dire que peut-être que si j'avais pas eu ça, j'aurais découvert cette situation, cette façon de faire que j'ai eu, bah trop tard en fait. Et ouais, des années beaucoup trop tard. Et donc comme on dit, vaut mieux maintenant que peut-être jamais. Et que vous finissez méchant parce que vous avez fait de la méchanceté aux yeux de quelqu'un. Et des fois j'oublie, et des fois je me dis, quand je suis dans ma phase où j'oublie concrètement là ce que je suis en train de dire, je me dis mais putain, je suis vraiment une merde, je mérite pas ce qui s'est passé dans ma vie parce que vraiment je suis vraiment un connard, etc. Ces phases là de culpabilité et tout ça, et ben des fois je me dis mais c'est difficile en fait, facile à dire qu'à faire, la personne qui me dit mais non mais faut pas que tu te dises ça.
Et effectivement, c'est vrai que c'est difficile de ne pas se le dire. Et le truc, c'est pas qu'il ne faut pas se le dire et se dire qu'on peut plus, on doit ne pas répéter parce que sinon on est une merde. C'est pas du tout ça. On n'est pas sur ce projet de, on fait genre que c'est de la faiblesse. Parce que pour moi, pleurer, être dans ces phases bad n'est pas une faiblesse. C'est justement une phase qui nous permet de faire un tremplin en fait. C'est là où on peut avoir le tremplin généralement. Parce que c'est en comprenant les choses, selon moi, qu'on arrive mieux à grandir. C'est pas en faisant les choses au hasard et de façon hyper hasardeuse qu'on arrive à se rendre compte des choses. Pour moi, et en tout cas, de toute façon, dans ma vie, ça a toujours été comme ça. Quand je ne comprends pas, je n'y arrive pas. Voilà, c'est pas du tout un truc pour me dénigrer en disant que je suis super bête et tout ça, mais c'est vraiment un truc qui est vrai. C'est qu'en fait, si je ne comprends pas, je ne peux pas me dire, tiens, mais en fait, non, faut que je fasse ça. Mon cerveau a besoin de voir ce qui est bon ou mauvais ou ce que j'ai fait. Et qu'est-ce qui a pu impacter telle personne ou moi-même pour pouvoir comprendre si ce que j'ai fait est bon ou pas bon. Et c'est pour ça que je trouve que depuis que j'ai ce ressenti-là et que je prends conscience que je dois réfléchir ainsi, ben, la culpabilité est moins présente et en tout cas plus courte. Parce que le principe, c'est pas de supprimer une émotion, mais plutôt de la rendre plus positive ou de la minimiser. Ou en faire les deux. Et je trouve que là, bah, c'est ce qui m'arrive. Peut-être ça, c'est toujours assez fréquent, mais tant que c'est minime et que ce peu de culpabilité qui reste a toujours sa petite part de positivité, bah ça me permet de me réjouir de la vie que j'ai. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc voilà. On a un peu fait là un mélange de culpabilité et regret, mais je trouve que c'était important de le dire parce que bah déjà là pour ces vacances j'ai pas mal culpabilisé dans certaines choses que je ne vais pas forcément amorcer ici et que j'ai pas forcément envie d'en parler. Voilà, tout simplement. On n'est pas obligé d'en parler. Voilà, je tiens à dire, je passe ça comme ça. On n'est pas obligé d'en parler à tout le monde et à tout va parce qu'en fait on sait pas forcément à qui on s'adresse dans quelques années. Peut-être qui sait, à tout moment la personne peut se tourner contre nous. Mais même sans parler de futur ou quoi que sais-je, même juste bah je trouve que des fois il y a des choses qu'il faut pas forcément parler parce que bah le fait d'en parler à des gens qui potentiellement pourraient nous en parler, ça peut nous remettre dans une phase mal. Et certains s'en rendent pas compte en fait que quand on nous fait revenir dans une phase mauvaise, bah ça fait vraiment mal quoi. Et ça nous fait pas raviver. Je trouve que le concept de ouais bah du coup vu que maintenant ça va mieux, vas-y je te remets dans le truc et on va voir si ça va mieux. Bah non en fait, me remets pas devant une araignée si tu sais que déjà j'en ai la phobie. Tu vois ce que je veux dire, c'est un peu les petites explosions que j'ai créées tout seul. Mais je suis désolé, si j'ai combattu ma phobie, ne me demande pas après de tenir l'araignée et de la mettre dans ma bouche quoi. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, faut pas non plus en profiter parce que soi-disant la personne a réussi et que peut-être certainement la personne a vraiment réussi et tant mieux pour la personne. Mais faut pas la faire confronter si en tout cas vous êtes vraiment quelqu'un qui apprécie la personne et qui l'aimait du fond du cœur. Ne la faites pas souffrir ou ne vous faites pas souffrir son elle d'avant parce que sa personne d'avant est toujours présente un petit coin parce qu'on n'efface pas quelqu'un du jour au lendemain. Vous voyez ce que je veux dire, c'est un travail de tous les jours et c'est un travail d'une vie. De enlever une peur, d'enlever la culpabilité, enlever le regret parce que c'est quelque chose qu'on aura à vie. Mais le but n'est pas de l'effacer comme j'ai dit et de le minimiser et de le rendre positif. Donc, on va passer maintenant à la deuxième partie de ce petit podcast. Ça fait déjà 30 minutes qu'on est en train de parler. Qui va traiter sur les vampires sociaux. Voilà, justement, quand on parlait des gens, etc. Parlons des vampires sociaux qui m'ont pas mal impacté et qui, certaines sont toujours quand même présents et que, malheureusement, ces personnes-là peuvent faire quelquefois des dégâts. Je parle des vampires sociaux dans le sens tout le monde. Je parle pas forcément des amis ou quoi. Hein. Les vampires sociaux, ça peut être vos parents, ça peut être vos cousins, cousines, tout ce que vous voulez. Hein. Voilà. Et après, je pense pas que votre chien le chien du voisin va vous faire ça. Du moins, j'espère. Sinon, consultez un médecin parce que peut-être vous êtes schizophrène ou qu'à tout moment le chien parle. MDR. Mais
Mais voilà, je sais pas où je voulais aller là, mais bref. Parlons des vampires sociaux. Des vampires sociaux, ouais, c'est ça. Attendez, je vais juste changer la musique. Enfin, changer la musique. Je vais juste remettre la musique surtout. Parce que c'est le son d'aujourd'hui. Et comme d'hab, non, je vais dire à la fin. J'allais parler d'un truc, mais en fait, non, on va en parler à la fin. Tout. Donc, comme d'hab, j'ai pris des notes. Je suis allé sur certains sites. Et donc, c'est parti pour parler des vampires sociaux. Allez, c'est parti! Et on passe à la deuxième partie du podcast. Les vampires sociaux. Oui, on s'amuse et tout. Voilà. C'est peut-être très immature ce que je fais, mais c'est pas grave. On dit. Donc, certainement que vous avez déjà rencontré des vampires sociaux. Et à un moment donné de votre vie, parce que de toute façon, vous allez en trouver, ne vous en faites pas. Mais on va expliquer simplement. Dès qu'ils ouvrent la bouche, cette personne vous épie jusqu'à la moelle. C'est le principe d'un vampire. Vous allez me dire. Vous ne savez pas comment cet énergumène s'y prend, mais vous ne pouvez jamais l'arrêter de parler. Et de parler de ses problèmes en plus. Eh bien attention, c'est seulement le cas d'un vampire social. Et donc écartez-vous car c'est votre présence qui la nourrit le mieux. Et donc on vous explique. Waouh, merci le site de nous expliquer ça. Mais maintenant c'est moi qui va parler. C'est beaucoup plus intéressant le site. C'est très bien. Bref. Alors, il y a plusieurs types de vampires sociaux. Et c'est pour ça qu'ils ont plein de termes. Et on va en parler après. Mais là on va parler clairement du vampire social. J'ai aussi noté des citations que j'ai pu trouver dans des vidéos qui traitaient sur les vampires sociaux. Parce que j'ai trouvé ça super bien. Et j'ai trouvé ça très représentatif de ma vie. Enfin des amitiés, des amourettes ou des gens que j'ai eu dans ma vie. Voilà. Donc ah oui, avant tout, je ne suis pas là pour attaquer des gens de base. Voilà. Donc à tout moment, si vous vous sentez concerné, je ne suis pas là pour vous attaquer les enfants. Je suis là juste pour prendre par définition ou pour parler et traiter sur ma vie perso, en général, comment et à qui concerne cette médaille de vampires sociaux. Si vous vous sentez concerné, désolé pour vous si vous trouvez ça négatif. Sinon, tant mieux pour vous si vous trouvez ça positif, hein, je tiens à dire. Voilà. On est très propre. Donc, alors, ce qu'on appelle les vampires sociaux, ou plus communément les vampires psychiques, parce qu'aussi on peut appeler ça des vampires psychiques, n'ont rien à voir donc avec Dracula, hein, comme vous pouvez voir chaque année dans Halloween, hein, n'est-ce pas? Donc ce sont des personnes qui sont réelles, mais qui sont pas mal terribles. Et qui ont cette capacité, si je puis dire, si je peux un peu vous romantiser la chose à la Twilight, aspirer toute votre énergie. Avec les personnes qui sont en relation, que ce soit donc amicale, amoureuse ou familiale. C'est-à-dire que dans une conversation normale qu'on pouvait avoir dans cette société, donc ces vampires vont détourner toute l'attention sur leur propre personne en ce que je dirais, et ce que beaucoup entendent dans mes entourages proches, parce que j'adore ce mot-là, en monopolisant la discussion. Voilà. Et donc elles ne laissent aucune place à aucun dialogue. Et donc de quoi parlent ces personnes? Finalement que de leurs problèmes, hein, comme on a pu dire tout à l'heure. Et donc les vampires sociaux se posent comme des victimes imaginaires et ont donc besoin du soutien des autres pour exister. Et donc j'ai noté un peu une citation d'une psychiatre qui s'appelle Stéphane Clerget, qui avait fait une interview sur Europe 1, ouais, parce que j'avais vu un podcast sur Europe 1, et qui traitait notamment de ce concept de vampire psychologique. Et elle disait, je cite, « C'est le collègue de travail qui va voler la vedette, le supérieur hiérarchique qui nous fait travailler pour son profit, le partenaire amoureux qui n'est jamais bien. On doit toujours s'occuper de lui. Les gens qui se plaignent tout le temps, quoi. » Donc voilà, cette citation. Et finalement, c'est cette psychiatre, hein, enfin ce psychiatre, je sais pas pourquoi je l'ai féminisé, je sais pas pourquoi, qui a créé ce concept, qu'il a rendu beaucoup plus théorique dans son livre Les vampires psychiques en 2018. Donc un livre que je vous recommande, lol, si vous êtes intéressé par la psychologie et notamment sur le psychisme des vampires sociaux. Lol. Et moi j'ai pas pu lire tout parce que j'ai juste regardé dans un PDF, parce qu'on peut le voir en PDF. Bon, j'ai dû faire des petites magouilles, mais j'ai lu quelques petites pages et c'est vrai que c'est très intéressant. Et ce qu'elle dit, ce qu'il dit, bordel de merde, est très vrai. Et c'est pour ça que j'ai pris pas mal de notes aussi du livre de Stéphane Clerget pour mon expérience personnelle. Donc voilà. Donc en fait son ouvrage ça apprend que en fait on connaît tous en fait des vampires sociaux sans vraiment s'en rendre compte, mais que aussi nous avons déjà endossé ce rôle au moins une fois dans notre vie.
Et ça c'est pour le coup. Mais ça veut pas dire qu'on les apprécie. Haha, lol. Non mais bref. Donc, comme vous avez pu comprendre, ce sont en fait des personnes assez toxiques qui exploitent donc l'énergie des individus qui les entourent. Car ils se nourrissent des ressources émotionnelles des autres pour combler leurs besoins eux. Le tout sans ne jamais rien donner en retour, en toute impunité. On va maintenant expliquer le comportement bien précisément d'un vampire psychique. Donc, dans le livre de Stéphane Clerget, par définition, tous les enfants sont des vampires psychiques parce qu'ils sont dépendants affectifs. Je cite, le problème c'est que certains restent dans cet état. Mais pourquoi l'évolution ne se fait pas chez ces individus? Selon le médecin, donc comme j'ai pu dire, cela pourrait s'expliquer par un réflexe de mimétisme. Je cite, on reproduit de schémas parce que possiblement on avait un parent qui l'était lui-même et on prit exemple de lui. Dans d'autres cas, les parents peuvent être trop conciliants et ne pas apprendre l'autonomie à leur progéniture. Ainsi, cela donne un enfant qui ne sait pas se gérer autrement qu'en vampirisant quelqu'un. C'est pour ça que vous avez généralement les enfants qui sont en fait des vampires psychiques. C'est pour ça qu'on dit que vous êtes déjà, on est tous une fois vampires psychiques parce qu'en fait, dans votre enfance, vous avez dû forcément pleurer ou faire des magouilles pour que vos parents vous voient. C'est normal. Parce que c'est dans le comportement de l'enfant et même de l'être vivant bébé. C'est qu'en fait, comme il sait lui-même que il peut pas faire les choses de façon autonome, il va demander à quelqu'un de plus grand pour l'aider. Et maintenant, on va parler des différents types de vampires psychiques. Il y en a, attendez, je vais 1, 2, 3, 4. Il y en a 4 que j'ai pu noter parce qu'il y en a vraiment plusieurs, mais je trouve que les autres ils étaient un peu trop contrastés. Alors j'aime bien les nuances, les contrastes, mais cette fois-ci j'ai pas trop exagéré, je vous garantis. Voilà. On va parler d'abord du vampire narcissique. Donc en effet, ce vampire narcissique il se caractérise par un ego surdimensionné. Super la voiture. Et il a une capacité donc à éprouver de l'empathie. Il recherche constamment l'admiration des autres et manipule subtilement leur estime de soi pour satisfaire ses propres besoins. Donc il tire son énergie de la dépendance émotionnelle qui suscite chez ses victimes, tout simplement. Le vampire victime. Il manipule donc les autres en suscitant la compassion et l'aide. Le vampire victime profite de la générosité et la bienveillance des autres, enfin des gens qui sont autour de lui quoi, en utilisant le trauma jumping, c'est-à-dire donc en les submergeant de récits tragiques. Donc tout simplement en fait le vampire victime va tout simplement vous parler de sa vie, tout en la dramatisant, en exagérant sur des propos, afin que vous ayez de la peine, et comme ça vous l'aidez. Voilà, et du coup vous allez l'aider en mettant en scène de l'empathie, de la gentillesse, et lui va en profiter. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle le vampire, le vampire victime. Et le vampire narcissique, que j'ai oublié de vous expliquer à ma manière, même si que voilà, c'est donc un vampire qui va déposer un ego surdimensionné et il aura besoin que vous l'admirez, puisqu'il est narcissique. C'est le principe du narcissisme, donc voilà. Ensuite, on va passer au vampire destructeur. Il se nourrit de l'énergie négative qu'il crée en critiquant et en dévalorisant les autres. Il sape l'estime de soi et la confiance en soi des personnes qui l'entourent, tout simplement. Voilà, je pense que tout est dit dans Vampire Destructeur. Voilà. Et nous terminons avec le vampire égocentrique. Il rapporte tout à lui et monopolise la discussion. Il a tendance à envers l'espace physique et de son interlocuteur et mental. Ce qui lui fait penser beaucoup trop à cette personne et que parfois, c'est pour ça que vous avez dû avoir certaines sensations où vous pensez trop à l'autre personne en question et pas à vous. Si vous avez déjà eu cette situation-là avec la même personne, c'est que certainement cette personne est un vampire égocentrique. Voilà, on dirait qu'on est en train de jouer aux Sims. Non mais en vrai voilà. Et finalement, dans quel type de relation sévissent en fait ces différents vampires psychiques? Ils sont tous sur tous les fronts hein, déjà. Et je cite, en amour, en famille, en amitié et même au travail. Donc finalement, la technique des vampires psychiques est toujours la même. Dans les relations amoureuses, ils font généralement leur loi en sein du couple déséquilibré. Je cite, il y a généralement une personne qui donne beaucoup et l'autre qui ne donne rien. Ce qui détaille donc Stéphane Clerget. Il arrive aussi que la victime soit atteinte du syndrome de sauveur. Je cite, elle a l'impression que la personne a des difficultés et fait tout pour l'aider. Mais le problème c'est que le vampire en profite et n'évolue pas. Ça, j'en ai vu énormément dans ma vie, ce genre de choses-là et ce syndrome du sauveur. Et vraiment, quand
Stéphane. C'est quoi son nom de famille déjà? Bon, Stéphane Clerget. Stéphane Clerget, quand il a dit ça dans son livre, j'ai tout de suite noté. Vraiment. Parce que je me suis dit, mais c'est trop moi en fait. Le syndrome du sauveur. Genre, dans le sens où tu veux toujours aider les gens. Parce qu'ils ont des difficultés selon toi. Et tu vas les aider à tout prix. À croire même que tu vas même dévaloriser tes difficultés à toi. Et tu vas donner toute ton énergie pour leurs difficultés. Et eux, ils vont profiter parce que ça leur réjouit comme... voilà, ils sont aimés en fait. Et sauf qu'en fait, eux, ils évoluent pas. Ou en tout cas, pas autant que toi, tu les aides. Et genre, si tu leur donnes conseil ou si tu leur donnes des choses, ils vont carrément te reprocher. Et genre, ça se finit jamais. Et ils seront jamais dans leur stade. Ils vont toujours te faire des plans sur la comète sur leurs choses qu'ils voudraient faire. Toi, tu leur aides, tu leur aides et tout. Tu les aides. Et eux, ils restent dans le même stade, genre. Et toi, t'es en mode, bah au secours en fait. Et quand il a dit ça, je me suis dit, mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut que je me mette dans la tête en fait. Et que j'arrête de me dire que c'est moi le fou. Mais en fait que c'est juste parce que ça existe réellement. Que c'est pas quelque chose que... C'est pas moi qui est juste fou et malade qui me dit, mais il y a vraiment des gens, c'est des vampires d'énergie et des vampires de situation. À des points où tu les aides dans toutes leurs situations de vie. Et carrément, ils se rendent pas compte qu'en fait toi t'as dépensé toute ton énergie. Et que eux ça est en mode normalisé. Et ça je vais en parler après, à la fin de ce podcast. Bref. Donc... on est à où déjà? Voilà. Et donc, en bref, les vampires énergétiques en couple sont donc une source de toxicité. Parlons de l'amitié. Les vampires donc les vampires amicaux, ce sont des amis que vous tenez toujours, mais qui lorsque c'est à votre tour d'être aidés, ne vous répondent plus. Je cite, ce sont des personnes qui ont tendance à parler d'elles durant des heures et auxquelles il faut constamment rendre service. Mais dès qu'on leur demande quelque chose, elles trouvent toujours une excuse. Et ça, j'avoue que je l'ai été. À une certaine époque, au collège. Voilà. Je sais pas pourquoi j'étais comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, j'étais quelqu'un que je voulais qu'on m'aide, mais je voulais pas aider les gens. Et c'est vraiment un peu tard, ou en mode genre 4ème, que j'ai vu que j'étais comme ça. Et que bah justement la culpabilité a pris en moi, dans le sens où je me suis dit, mais en fait, c'est à cause de ça que t'as pas d'amis en fait. Non, genre bouge ton cul frère. Et depuis ce jour-là, je suis plus comme ça. Voilà, c'était juste pour ajouter ma petite life personnelle. Tout. Donc les vampires psychiques, comment les reconnaître et comment donc les échapper? Au sein d'une fratrie ou dans une famille, le vampire psychique est ce membre qui s'accapare toute l'attention au dîner de la famille. Celui qui nous ne laisse pas placer une. Je cite, toute la famille tourne autour de lui. Au quotidien, il faut faire avec ses caprices, ses goûts et ses exigences. Les vampires font également leurs lois dans le lieu professionnel où c'est souvent les plus délicats de recadrer. Ce sont des collègues ou des supérieurs qui profitent de notre travail, qui tirent tous les honneurs. Je cite, cela peut être une supérieure ou un supérieur qui fait travailler ses subalternes sans ne jamais renvoyer l'ascenseur. Et ça c'est vraiment vrai, même à l'école, je tiens à le dire. Si certains vampires sont parfois en difficulté, d'autres sont des gens puissants puisqu'ils ont justement profité des autres. Je cite, ils ont saigné tout le monde pour pouvoir arriver au sommet. Et finalement, on se repose cette même question, comment repérer un vampire psychique? On ne le répétera jamais assez. Mais en fait, rien ni personne n'a le droit de user votre santé mentale. Et ça, c'est vrai. Et donc, pour faire un peu de ma façon de dire, il serait donc essentiel d'apprendre à les détecter. Puisqu'il n'y a pas vraiment de test officiel pour repérer des vampires psychiques. On n'est pas dans Pokémon, s'il vous plaît. Mais le seul moyen de savoir si vous êtes vampirisé est de prendre conscience de la façon dont vous vous sentez auprès de vous-même en fait. Et c'est là où l'introspection joue énormément et qu'il est un peu dans le centre aussi de ce podcast. C'est qu'en fait, la culpabilité, mais également les vampires psychiques demandent toujours une introspection. Et donc vous demandent vos sentiments et pas les sentiments des autres. C'est pour ça que, pourquoi je parle aussi de ces deux thématiques et pourquoi je les ai reliées, c'est que finalement, quoi qu'il vous arrive dans votre vie, que ce soit chez vous-même ou chez les autres, dans tous les cas, la seule solution, ce sera vous-même en fait. Donc faites-vous confiance. Et alors c'est horrible de dire ça alors que moi-même je devrais me dire, et je me le dis, et que des fois j'y arrive pas même d'air. Mais c'est vrai que ce que j'ai pu voir et constater, et ce qu'on peut voir sur le site et même sur mes notes, c'est qu'en fait la seule façon pour sortir de pétrins qui sont mentales généralement, ça vient de nous-mêmes, et même physique, ça vient de nous-mêmes en fait.
Donc n'attendez pas que, je suis désolé de dire ça, mais n'attendez pas de prier pour que les choses se réalisent. Tout simplement. Le premier signal donc qui pourrait permettre de démasquer un vampire psychique est donc l'absence de réciprocité. Si simplement faites le test en demandant un service concret à une personne. Tout simplement. Et donc c'est vrai que finalement se placer en demandeur est donc la première chose à faire. Et si on se rend compte que la personne esquive, c'est donc le mauvais signe. Et donc c'est vraiment un vampire psychique. Et donc qui dit vampirisation psychique dit donc moins d'énergie. Et donc plus de fatigue psychique et physique. Après avoir passé du temps avec un profiteur ou une profiteuse, on ressent des fois une profonde faiblesse sans raison apparente. Ces parasites émotionnels sont source d'épuisement émotionnel. Dans le cas où une personne de votre entourage remplit ces deux critères, vous pourrez être sûr que c'est un vampire psychique. Et une fois le problème identifié, il faut donc vous en défaire et trouver donc une solution. Évidemment, là, on se dit depuis tout à l'heure, bon, c'est bien, on sait maintenant détecter un vampire psychique. Quels sont les types de vampires psychiques? Mais comment s'en protéger? C'était vraiment la véritable question que vous avez dû vous demander et que moi-même je me suis demandé et que par le site que j'ai cherché qui s'appelle Cosmopolitain. Et ben finalement, on va répondre à cette question. Finalement, comment se protéger d'un vampire psychique? Bah déjà, il faut lui demander de faire des efforts. C'est-à-dire que je sais pas comment expliquer. Si le vampire ne se détache pas malgré le fait que vous ayez pointé son comportement du doigt, bah ça veut dire qu'en fait il est pas sauvable. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc dans ce cas-là, et seulement à ce cas-là, si vous estimez que ça ne vaut même plus la peine, vous pouvez exiger des choses de sa part. Ou même partir. Il peut soit s'y plier et prendre la relation plus saine, soit fuir, et dans ce cas-là vous êtes libéré d'un sacré poids. Tout simplement. Aussi, vous pouvez renforcer sa confiance en soi. Ça permet donc d'éviter d'ouvrir la porte aux vampires énergétiques. Il faut pour ça donc cesser de survaloriser les autres et de se dévaloriser. Et ça, c'est très vrai. C'est vrai que pour permettre d'ouvrir la porte et pour rendre les choses mieux, il faut arrêter de surélever les gens et il faut arrêter de se dévaloriser. Laissez les gens dans leur positionnement, soit dans le même pilier que vous en fait. Et aussi, ce que moi j'ai noté, même si c'est pas vraiment dit dans le Cosmopolitain, mais c'est finalement protéger sa santé mentale. Dans bien de cas, les vampires psychiques en fait fuient lorsqu'on les démasque. Et s'ils s'en vont à la recherche de nouvelles proies. Et croyez-vous, c'est tant mieux. Pour cause, sur la durée, ce genre de personnes risque vraiment de vous emmener et vous mener vers l'épuisement émotionnel. Et donc le résultat, ça serait que vous n'aurez même plus le temps de vous occuper de votre propre vie. Mais si le vampire rôde dans votre travail ou dans le sein de votre famille, je vous conseille plutôt de l'ignorer. C'est le max des choses que vous pouvez faire. Et donc finalement, on a pu voir ces différentes personnalités toxiques, telles que sur leur genre, sont des individus qu'il faut mieux éloigner au maximum. Et donc n'oubliez pas que votre santé mentale passe avant tout en fait les gens. Et donc, je vais terminer ce podcast en vous disant tout simplement à vous, et comme d'hab, vous savez déjà que j'adore le social et j'adore les explications de société et les conséquences de notre société, qu'elles soient positives ou négatives. Et je tiens à dire qu'en fait, j'en parle aujourd'hui de la culpabilité et finalement du vampire social. Parce qu'en fait, je trouve que c'est un truc qu'on a énormément banalisé dans notre société de nos jours. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, je trouve que chez les adultes, il y a énormément ce truc-là. Que ce soit, je le vois dans la vie personnelle de mes parents, ou même, comme vous voyez sur YouTube, dans les réseaux sociaux. Quand vous écoutez les adultes, ou même les gens de notre âge, hein, je suis là en mode les adultes, mais même les gens de notre âge, parce que généralement, les gens profitent toujours de vous. Et vous pouvez tout dire, hein. En mode oui, enfin les gens pourront beau vous dire mais non, mais c'est parce qu'en fait je suis comme ça, je suis quelqu'un qui donne beaucoup, je suis quelqu'un qui est trop comme ça. Mais en fait c'est un peu difficile. Parce qu'en fait, quand c'est trop donné, il y a toujours un coup de pute qui arrive et c'est pas forcément par une mauvaise intention. Des fois, ça se fait de façon naturelle parce que la personne, elle a fait naturellement. Et des fois, bah en fait, on se rend pas compte, mais en fait, c'est énormément banalisé. C'est ça que je veux vous dire en fait. Je vais trop loin parce que je sais pas parler. Mais franchement, je trouve que la société a beaucoup trop banalisé ce concept de bah allez, on profite de ce que l'autre a et que nous on n'en a pas. Et puis on profite de soit de son énergie, soit de sa gentillesse, soit de ses biens,
soit de ses services, soit de tout en fait. Soit de sa discussion, soit de son écoute, soit de ses paroles, soit de ses pensées, soit de ses plaisirs, soit de ses... j'ai pas le terme. Soit de ses pratiques, de ses activités. Je trouve que, par exemple sur YouTube, je trouve que c'est énervant quand tu vois quelqu'un qui vole le concept d'un autre sous prétexte que oui mais pour lui ça irait mieux pour sa santé. Mais oui d'accord, mais change un peu, tu vois ce que je veux dire. Et c'est pas comme et je trouve qu'il y a beaucoup qui vont directement faire l'amalgame entre la vampirisation sociale, émotionnelle et psychique et la jalousie. C'est pas qu'on parle, c'est pas là, on n'est pas là en train de dire qu'on est jaloux de quelqu'un ici. C'est pas qu'on est jaloux. C'est juste qu'en fait le principe est que, en tout cas selon mes valeurs, je pars du principe que si tu trouves qu'une personne a fait quelque chose que toi t'aurais aimé faire, fais-le hein, mais à ta manière, de la manière dont toi tu rêvais, pas la manière dont tu as pu voir et que tu vas imiter, vous voyez ce que je veux dire. Et même si vous essayez de modifier le contenu ou quoi que sais-je, le même est là. Au pire des cas, si vous l'imitez, assumez que ça vient de quelqu'un d'autre et pas de vous. Et ça c'est quelque chose que je trouve que sur YouTube c'est vraiment dégueulasse. Là j'en parle ici comme ça, comme si j'étais youtubeur, mais je parle des youtubeurs qui sont archi connus et qu'il y en a, ils copient ces youtubeurs archi connus et ils pensent qu'ils vont réussir et qu'après ils sont dégoûtés. Mais je vous dis mais non en fait, genre c'est pas étonnant. Parce que c'est pas en imitant les gens que tu vas te populariser. Et ça c'est de même, là on parle du travail YouTube, mais c'est de même pour tout en fait. Faites les choses pour vous et faites pas les choses pour les autres. S'il y a des gens qui ont fait ça, ne le répétez pas bêtement parce que faut faire et parce que vous savez que si je fais la même chose que la personne, ça va me faire du bien. Non, faites à la wall again, faites à votre manière en fait. Et je trouve que ça va faire beaucoup plus réel et beaucoup plus sincère. Vous serez entier en votre personne. Et c'est vrai en plus. Donc voilà, faites les choses pour vous. Et arrêtez de copier les gens sous prétexte que les gens ont fait quelque chose et que c'est votre source d'inspiration. Les gens peuvent être une source d'inspiration, mais il faut dire honnêtement que ça vient pas de vous, tout simplement. Et assumez-le et voire même valoriser la personne qui justement a fait ce travail d'inspiration et que vous avez pris cette inspiration et remercier cette personne-là. Je pense que c'est le minimum de respect qu'il faut donner aux sources d'inspiration, qu'elles soient humaines ou pas en fait. Voilà. Donc voilà, je suis allé un peu loin parce que je parlais essentiellement de YouTube et même des amitiés que j'ai pu connaître autrefois. Et puis voilà, et que finalement la société, elle nous demande énormément de culpabiliser dans les choses qui sont soi-disant mauvaises, alors que des fois c'est pas la bonne chose en fait. Des fois il faut juste se dire bon, j'ai dû faire une constatation de ce qu'on a fait. Si ça nous semble ridicule ce qu'on a fait, bah dans ce cas, on fait plus ça, tout simplement. Et on continue notre vie. Alors que la culpabilité, ça nous fait énormément reculer. Donc essayez de trouver une forme de culpabilité beaucoup plus positive et essayez de la minimiser afin de moins subir votre culpabilité. Et pour revenir aux vampires sociaux, si par tous ces petits trucs qu'on a pu expliquer, vous avez ressenti la douleur que quelqu'un a pu vous faire et tout ça, vraiment, essayez d'au mieux de vous protéger. Et quand bien même vous aimez la personne du mieux que vous pouvez, des fois il y a des gens, on peut les adorer, hein, mais ils peuvent nous faire du mal. Et vaut mieux se protéger que se faire assassiner. Vraiment. Parce que sur le long terme, vous vivrez mieux et vous vivrez bien. Parce que si le jour où la personne va se dévoiler, vous allez regretter d'avoir beaucoup trop toléré et accepté cette chose. Pour le coup, le paradoxe de la tolérance. Tolérer l'intolérance, c'est pas forcément la bonne chose. Et c'est pas du pipeau ce que je dis, c'est vraiment vrai. C'est qu'en fait, si vous trouvez que quelqu'un vous a fait du mal, et même si c'est minime chez certains, ou que certains vont dire mais non, moi personnellement j'accepte tout le monde, je suis quelqu'un qui accepte tout le monde, je me mets jamais en colère ou je suis jamais triste pour ce genre de choses parce que moi j'estime que les gens n'ont aucun défaut, etc. C'est vrai que penser ainsi c'est très bien et ça je dis pas le contraire et justement je le maintiens dans ces genres de choses. Mais parfois, s'il y a certaines personnes qui vous ont fait du mal et que vous en sentez vraiment du mal, peut-être pas dégager la personne, peut-être parce que ça va vous blesser aussi, mais tout simplement prendre des distances. Et c'est pas méchant en fait de prendre des distances, parce que ça vous montre juste que vous connaissez vos limites et vous connaissez qu'à certains moments vous pouvez souffrir. Et c'est juste avoir de la reconnaissance pour soi-même et juste votre propre respect à vous-même. Respectez-vous d'abord avant de respecter les gens. Parce que qui vous dit que les gens vous respectent? Peut-être c'est qu'une illusion et que derrière vos dos ça parle. Donc vous voyez ce que je veux dire? Respectez-vous d'abord et respectez les autres après. Voilà. En tout cas, j'espère que ce podcast vous a plu. Il était un peu éparpillé un peu de partout ce podcast, j'avouerai.
mais je l'ai bien aimé. Et ça peut me parler de quelque chose qui me tend un peu le cœur. Parce que en ce moment j'ai pas mal culpabilisé pour certaines choses. Et chercher sur internet, essayer de travailler là-dessus, me dire tiens ouais c'est vrai que ce que dit Stéphane c'est pas faux. Regarder des vidéos, écouter des podcasts de Europe 1 sur la culpabilité et sur la vampirisation. Bah en fait ça m'a énormément aidé dans mon côté. Et c'est pour ça que je voulais vraiment en parler parce que j'estime que si ça a pu m'aider, je vois pas pourquoi ça ne peut pas vous aider vous. Et je suis pas là pour vous vampiriser votre énergie, lol, pour le coup. Et voilà. Donc en tout cas j'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à me dire les prochaines thématiques que vous voulez qu'on traite ou pas. Comme là j'ai pas vu qu'il y a des commentaires là-dessus sur les thématiques. Donc pour le moment vous en faites pas, j'en ai plein de thématiques à en parler. Parce qu'il y en a une que je voudrais faire et que j'ai toujours pas pu faire, j'ai trop la rage. Parce que c'était celle qui s'était effacée sur l'astrologie. Et peut-être que ça sera pour la semaine prochaine. Et voilà. N'hésitez pas, parce que j'ai toujours vu que personne n'avait mis ça. N'hésitez pas à me dire quelle serait une musique que vous voulez mettre. Vous voulez que je mette pour mon podcast. Et puis vous en faites pas, je répondrai à tous les commentaires s'il y en a. S'il y en a pas, c'est pas grave, on fait quand même. Tout simplement. Et voilà. Donc j'ai rien à dire, il faut que j'arrête de parler. Et parce qu'il est déjà 19h. Ça fait bientôt 1 heure que je parle, ouais, c'est quelque chose. Bref, en tout cas, je vous souhaite une incroyable journée si c'est la journée. Je vous souhaite une incroyable soirée si c'est la soirée. Ou une incroyable nuit si vous allez dormir. Ou si vous allez manger, bon appétit. Et je vous dis à très bientôt, soit la semaine prochaine pour un prochain podcast. Donc à jeudi prochain. Et allez, passez une incroyable journée. Gros bisous. I do your so, but that's not